Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur général, vous avez obtenu les réponses que vous souhaitiez. Je propose... Vous les avez entendues, en tous les cas. Je propose de passer la parole à notre collègue Jocelyn de Signy pour le groupe Rassemblement National. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous sommes ici pour évaluer l'exécution budgétaire d'une mission à 30,9 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est l'argent des Français et la question est simple. Qu'en fait-on? Est-ce que l'on la dépense bien? Est-ce que le produit a des résultats? Les chiffres répondent à la place et la réponse est non. Un budget massif, des résultats désastreux. La France dépense plus pour l'éducation que la majorité de ses voisins européens. L'OCDE le confirme. Elle figure parmi les premiers pays de l'OCDE pour les dépenses par élève au lycée et au-dessus de la moyenne de l'enseignement supérieur. Et pourtant, au primaire, là où tout commence, la France est classée dernière de l'Union européenne pour les mathématiques en CM1, selon l'enquête internationale TIMSS, avant-dernière et quatrième, derrière en maths dans l'Union européenne, au primaire, avec des budgets éducatifs les plus lourds d'Europe. C'est le résumé de 10 ans d'échecs pédagogiques. À 15 ans, ça ne s'améliore pas. La France se classe 23e en mathématiques, 28e en lecture, 26e en sciences sur 85 pays. Entre 2012 et 2022, les élèves français ont perdu 31 points en mathématiques, la chute la plus sévère depuis 2000. Et à l'université, seuls 40,30% des étudiants entrés en licence en 2020 ont obtenu un diplôme en 3 ou 4 ans. 6 étudiants sur 10 n'obtiennent pas leur licence. Ce n'est pas un taux d'échec, c'est une hécatombe financée par le contribuable. La France dépense plus et obtient moins. C'est la définition même du gaspillage. C'est ce que l'on voit dans de nombreux ministères depuis de nombreuses années, beaucoup d'argent et peu d'efficacité. Alors regardons comment ce budget est géré, Monsieur le Ministre. La note d'exécution budgétaire 2025 de la Cour des comptes, publiée en avril 2026, est accablante. Pour la première fois depuis 2021, les crédits programmés sur la mission diminuent, en baisse de 2,3% du périmètre à périmètre constant, soit le contexte budgétaire est contraint. Tout le monde le comprend, mais la question n'est pas le montant des coupes, c'est leur nature. La Cour des comptes révèle qu'environ 40% des économies actées sur cette mission n'étaient, je cite, ni documentées, ni arbitrées, ni soutenables. Elles ont dû être rattrapées en urgence en fin de gestion. Ce n'est pas de la rigueur budgétaire, c'est du désordre qu'on paie 2 fois. Sur la loi de programmation de la recherche, votre loi, votée avec vos engagements chiffrés, la Cour écrit en toutes lettres, les ambitions budgétaires de la LPR sont désormais lointaines. Quand un gouvernement ne respecte plus ses propres lois de programmation, il ne fait pas des économies, il ment aux chercheurs, aux universités et aux étudiants qui ont organisé leurs projets sur cette trajectoire. Et pendant ce temps, les 8,1 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche, la première dépense fiscale de l'État, échappent à toute évaluation sérieuse de leur efficacité réelle. La Cour des comptes elle-même le pointe. On occupe les universités sans réforme structurelle. Mais on ne se pose pas la question de savoir si chaque euro de dépense fiscale produit un résultat concret pour la recherche française. Vous dépensez sans compter, sans contrôler et surtout sans évaluer. Si cette logique, on la retrouve aussi dans le financement des associations étudiantes, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an, plusieurs centaines de millions, et quand on regarde de près la liste des bénéficiaires, on trouve dans le lot des associations dont les activités relèvent davantage de l'activisme politique de gauche que de la recherche ou de la vie étudiante, des associations militantes, idéologiquement marquées, financées avec l'argent du contribuable, sans couvert d'accompagnement étudiant. Ce n'est pas de la politique publique, c'est du financement partisan déguisé en action sociale. Il est donc naturel que nous exigions la transparence totale sur les financements. Vous aurez le temps de parler après. Mais plus grave encore comme sujet, non seulement nos universités forment trop peu, mais elles forment souvent pour des métiers qui disparaissent. La France n'a que 19% de diplômés dans les filières scientifiques et techniques, contre une moyenne OCDE plus élevée.
Le commerce, l'administration et le droit représentent à eux seuls 34% des diplômés. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle remodèle le marché du travail à une vitesse que nos cursus ne peuvent pas suivre. Selon l'OCDE, 27% des emplois en France pourraient être entièrement automatisés d'ici 5 ans, plus de 4 millions de postes directement menacés. 40% des compétences actuelles de main-d'œuvre deviendront obsolètes d'ici 5 ans, selon le Forum économique mondial. Nous formons aujourd'hui des cohortes entières à des métiers qui seront partiellement ou totalement remplacés. Nous voyons un manque d'anticipation très grave et dangereux pour notre avenir économique. Encore une fois, de la négligence institutionnelle financée à crédit sur le dos du contribuable. Monsieur le ministre, combien de formations ont été réformées en profondeur pour intégrer cette réalité? Si vous n'avez pas de réponse précise, c'est que la réponse est 0. J'en viens maintenant à ce qui peut être le symptôme le plus révélateur, le plus honteux de l'état de nos universités. Elles ont abandonné leur mission fondamentale, garantir la liberté, la sécurité et la dignité de nos étudiants, quelles qu'en soient leurs opinions et leurs origines. Commençons par l'antisémitisme, parce que c'est là que l'abdication est la plus scandaliseuse. Durant l'année scolaire 2023-2024, 1670 actes antisémites ont été recensés en milieu scolaire et universitaire, contre 400 l'année précédente, une hausse de 317%. Dans les seules universités des grandes écoles, 67 signalements depuis le 7 octobre 2023, soit le double de l'année précédente. Et derrière ces chiffres officiels, une réalité bien sombre. Selon une enquête IFOP de l'UEJF, 91% des étudiants juifs déclarent avoir été victimes d'actes antisémites à l'université, 45% d'injures, 7% d'agressions physiques. 9 étudiants juifs sur 10, ce chiffre devrait faire trembler cette Assemblée. Et la réponse institutionnelle, face à 67 signalements, 6 procédures disciplinaires. 14 signalements au procureur. 6 sur 77. Voilà ce qui est devenu le rapport entre les crimes commis et les sanctions prononcées dans nos universités. La peur s'est installée dans les campus français. Les étudiants juifs dissimulent leur identité. Ils évitent certains amphis. Et les présidences d'université et vous-même regardent d'ailleurs et n'agissent pas. Monsieur le ministre, vous avez vous-même reconnu ce problème en lançant en avril 2025 un programme de recherche sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Un programme de recherche, comme si on avait besoin d'étudier davantage ce qui se passe. Comme si les faits ne parlaient pas d'eux-mêmes. Lancer une étude sur un phénomène que vous auriez dû combattre depuis des années. Monsieur le ministre, ce n'est pas une réponse, c'est un aveu d'impuissance. Les étudiants juifs de France ne vous demandent pas une étude. Ils vous demandent d'être protégés dans leurs propres universités. Mais l'antisémitisme n'est pas la seule violence qui gangrène nos campus. Il y a aussi les violences politiques contre les étudiants qui ont le tort de ne pas penser comme la pensée dominante d'extrême gauche. Le 5 février 2025, à l'Université de Strasbourg, par exemple, s'il vous plaît, vous aurez le temps de parler après, mais laissez-moi finir mon propos. S'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole. Merci, mon cher collègue, si vous me permettez. Les militants de l'UNI, troisième organisation étudiante de France. Mon cher collègue. Monsieur le Président. Ce qui est prévu, c'est que l'intervention du groupe Rassemblement National et les réponses du ministre soient dans les 10 minutes. Vous parlez déjà depuis 8 minutes 48, donc le ministre ne pourra pas répondre. Monsieur le Président, on y sera. D'accord. Chers collègues, vous aurez le temps de parler quand ce sera votre heure. Merci. Mes chers collègues, c'est moi qui distribue la parole. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 5 février 2005, à l'Université de Strasbourg, les militants de l'UNI, troisième organisation étudiante de France, se sont attaqués à l'arme blanche par des membres de la Jeune Garde lors des élections étudiantes. Un agent de sécurité est transporté à l'hôpital. Le lendemain, une centaine d'antifas encerclent le bâtiment de la présidence.
tente d'enfoncer les portes. Ces étudiants assiégés attendent plus d'1 h 30. La présidence ne réagit pas. Le 11 février 2025, au campus de Mirail de Toulouse, des militants de l'UNI sont violemment pris à partie par un groupe cagoulé. L'un est hospitalisé. Dans l'après-midi, les assaillants reviennent, toujours masqués, et bloquent physiquement l'accès au bâtiment. À Nantes, les militants Antifa, vêtus de noir, visages dissimulés, jettent colle, peinture et excréments sur des membres de l'UNI en plein campus. Des menaces de mort sont inscrites sur les murs de plusieurs universités. À Strasbourg, des étudiants sont séquestrés, attaqués à l'arme blanche. On parle ici de violence organisée contre des citoyens qui exercent leur droit syndical légal. La loi, pourtant, est claire. L'article 225.1 du Code pénal punit la discrimination fondée sur les opinions politiques. L'article 222.7 punit les violences volontaires. C'est un délit d'agresser un étudiant parce qu'il distribue des tracts pour un syndicat légal, de séquestrer des militants dans un bâtiment universitaire ou encore d'attaquer des étudiants au couteau dans un campus politique. Mon cher collègue, si je respecte le règlement qui a été approuvé par le bureau, le ministre ne veut pas répondre puisque vous êtes intervenu durant 10 minutes 22. Par respect pour les deux questions que vous avez posées dans votre intervention, je vais donner la parole au ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. De très nombreux points ont été évoqués dans le plus grand désordre et la plus grande confusion, donc difficile de faire une réponse très construite. Je voudrais simplement, puisque aucun de ces points n'avait un lien quelconque avec les questions budgétaires, je voudrais quand même simplement vous dire que des leçons d'antisémitisme, pas du Rassemblement national, quand on a l'histoire que vous avez et l'affiliation que vous avez. Très bien. Nous n'avons rien à nous reprocher. Mais mon cher collègue, gauche. vous avez un président qui est apaisé devant vous. Donc soyons tous apaisés et poursuivons. Mais que le Monsieur le ministre respecte le droit parlementaire et n'accuse pas des parlementaires de faits et de propos qui ne leur sont pas dits. Mon cher collègue, chaque groupe a le droit de dire ce qu'il souhaite. Le ministre a le droit de dire ce qu'il souhaite. C'est la règle. On s'écoute, on peut avoir des points de désaccord. Ce n'est pas grave, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. On n'a pas de leçon d'antisémitisme. Non, mais je peux comprendre, tout le monde connaît ces discours, on est anciens sur la route, mon cher collègue, donc on le sait. Donc soyons, s'il vous plaît, respectueux les uns des autres. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez terminé votre réponse. Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer la parole à la France Insoumise avec notre collègue Marie Messmer, que j'accueille. Dans notre commission, ma chère collègue, vous avez la parole. Je rappelle les règles. Les grands groupes dont vous faites partie, 10 minutes. Et ce qui serait bien, ce serait de donner un peu de dynamisme et de poser des questions. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez la parole. Mon cher collègue Boyard, bienvenue dans cette commission. Pour l'instant, c'est votre collègue qui a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Collègues, merci de m'accueillir dans votre commission. Monsieur le Ministre, l'objectif de cette audition est d'évaluer les politiques publiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, évaluons. La France est passée du 6e au 13e rang mondial pour les publications scientifiques entre 2010 et 2022. Et 7 milliards d'euros du crédit impôt recherche de votre budget sont distribués sans contrepartie à des entreprises qui n'ont pour la plupart rien à voir avec la recherche d'intérêt public. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi dilapider les milliards d'euros du crédit impôt recherche et que vous répondiez au vice-président du MEDEF qui le présente lui-même comme un moyen de réduire les impôts. Vous dites qu'il faut investir sur la recherche, mais à peine 1,6% du PIB sont investis dans la recherche, bien loin de nos engagements européens à 3%, bien loin de vos engagements à vous lorsque vous avez fait adopter la loi de programmation pour la recherche contre tous les syndicats. Alors, puisque vous en parliez en introduction, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi la trajectoire de la LPR n'est pas respectée, alors qu'en contrepartie, toute la recherche française a été précarisée. Ma chère collègue, on peut peut-être suspendre pour aller voter la LPM. Exactement. Je suspends.